Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci aussi à ceux qui se sont branchés sur Facebook pour la présentation de ce soir. Donc, mon nom est Denis Langevin. Je suis un des administrateurs sous le conseil d'administration de la RAROC. Donc, ce soir, c'est un grand privilège aussi. On est très honoré de recevoir M. Sylvain Laporte, qui est le président de l'Agence spatiale canadienne. M. Laporte est titulaire d'une maîtrise en génie informatique du Collège militaire royal du Canada. Donc, après une carrière de 20 ans dans l'armée canadienne, il s'est joint à Post Canada et ensuite il a fait le saut dans la fonction publique du Canada. D'abord avec Industrie Canada, il a occupé plusieurs postes de gestion, entre autres avec l'Office des technologies industrielles, qui était une unité qui s'occupait de la recherche et développement dans le secteur de l'aérospatiale défense et aussi dans l'espace. Ensuite, il a été président de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et puis 2015 comme président de l'Agence spatiale canadienne. Donc, je vous invite à accueillir M. Sylvain Laporte. OK, donc bonjour tout le monde. Bonjour à nos gens ici qui sont live à Masson-Angers. Vous avez vraiment un beau club avec bien du monde. C'est vraiment le fun de voir autant de participants et autant d'amateurs dans quelque chose d'aussi passionnant que l'astronomie. Bonjour aussi à nos gens de Facebook qui nous regardent ce soir. Mon intention ce soir, c'est de vous parler de l'Agence spatiale un peu de façon générale en premier. Et puis, j'ai le bonheur de travailler avec une scientifique de haut niveau qui étudie l'astronomie, les trous noirs et puis leur impact. Puis, j'ai demandé de me préparer quelques slides de ma présentation sur où les astronomes s'en vont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils veulent amener leur recherche. Je vais vous admettre que j'ai rien compris. Fait que j'ai dit, OK, time out. On va refaire une approche un petit peu différente. Fait que aide-moi à parler comme quelqu'un qui ne comprend pas trop l'astronomie à des gens qui sont un petit peu plus futés que moi. Donc, on a comme descendu le niveau scientifique des slides pour que je sois au moins capable de vous en parler un petit peu. J'espère que plusieurs d'entre vous sont très ferrés en astronomie. Vous allez peut-être reconnaître dans ces éléments d'information-là des choses que vous connaissez déjà. Donc, au tout début, je vais excuser mon ignorance en astronomie, mais j'ai des choses vraiment très passionnantes à vous parler. Donc, on va y aller avec un début. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste faire un petit ajustement. On est-tu encore live? Oui. Donc, on va faire un ajustement. Quand je vais te dire, tu pèseras sur le choix rouge. Rouge? Allez. Il s'est déconnecté. C'est parti. Donc, on est live encore? Oui. OK. Bon, j'espère que tout le monde est encore à l'antenne. Donc, où j'en étais? OK, fait qu'on va parler de l'Agence spatiale. On est situé principalement à Saint-Hubert, au Québec. Ça, c'est notre édifice. On est dans cet édifice-là depuis 1992. En 92, c'est un édifice assez moderne. Aujourd'hui, ça a gardé son cachet. C'est encore un très, très bel édifice. Donc, la plupart des ingénieurs sont là. J'ai quelques bureaux à... Dernière fois. OK. Excusez. Donc, d'autres petits problèmes techniques.
Parfait, c'est reparti, on ne touche plus. Et voilà, on recommence. Donc, comme je disais, la plupart des ingénieurs sont là. On a environ une équipe de 600 à 700 personnes qui sont à Saint-Hubert. J'ai des bureaux ici à Ottawa, naturellement, pour faire affaire avec le gouvernement. On a des bureaux à Houston, aux États-Unis, où on a nos astronautes. Et on a aussi les centres de contrôle, fait que nos contrôleurs de mission qui bougent le bras canadien sont à Houston et à Saint-Hubert, mais il y en a certains à Houston. Puis j'ai des bureaux à Washington puis à Paris. Fait qu'on est un petit peu partout où l'espace canadien requiert notre présence. Ça va être une vidéo. Juste le petit triangle en bas. Donc, un petit survol de l'Agence spatiale. Donc, on fait plusieurs choses à l'Agence spatiale. On est connu le plus souvent pour les activités qu'on fait avec nos astronautes. C'est sûr que ça, c'est très, très, très visible. Mais on fait beaucoup de sciences, on fait beaucoup de recherche, on fait beaucoup de développement. Puis, on focus toujours sur les bénéfices pour amener ce qu'on fait dans l'espace sur Terre. Donc, par exemple, la Station spatiale internationale, qui est un laboratoire qui orbite la Terre. On envoie tous nos astronautes là. Ça fait 20 ans qu'on est en orbite puis qu'on fait de la recherche. C'est un des plus gros laboratoires au Canada. Et puis, on s'est concentré beaucoup, le Canada, sur de la recherche médicale. Donc, les astronautes, quand ils vont dans l'espace, ils ont des problèmes qui sont associés à l'espace. Ce que l'espace fait, en réalité, c'est que ça prend des gens qui sont vraiment très, très, très en forme, et puis ça les vieillit très rapidement. Fait que leurs artères vont se durcir très, très rapidement. Sur Terre, c'est les maladies coronariennes. Ils vont perdre beaucoup du calcium dans leurs os. Ça, c'est l'ostéoporose. Mais c'est drôle, quand ils reviennent, ça, c'est deux de plusieurs problèmes qu'ils ont, mais quand ils reviennent sur Terre, bien, leurs artères redeviennent flexibles, puis les os se recalcifient. Puis là, on fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut bien engendrer ces changements-là dans le corps. Il y a une molécule quelque part, il y a une protéine quelque part qui dit « durcis-toi » pour un artère, puis après ça, qui va dire « redeviens flexible ». Débarrasse-toi de ton calcium dans tes os, recommence à construire ton calcium dans tes os. Si on est capable de trouver ces protéines-là ou ces molécules-là, bien, on va être capable de guérir des maladies qui sont quand même très pertinentes, très présentes dans la société ici sur Terre. Fait qu'on fait ce genre de choses-là dans l'espace aussi, puis c'est un petit peu moins connu. On fait plusieurs autres choses,
comme on utilise beaucoup l'espace pour regarder la Terre. Bien, quand on regarde la Terre, c'est des choses qui pointent vers la Terre. Donc, les satellites de télécommunication, pour tous nos téléphones, on les connaît. On sait que ça existe. Il y a des satellites qui nous aident avec nos téléphones dans l'espace. Mais peu vont savoir qu'on fait aussi beaucoup d'autres choses. On regarde les changements climatiques, on regarde l'érosion de la Terre. Ça, c'est toutes des choses qu'on fait. Donc, en plus de regarder la Terre, on fait beaucoup de développement scientifique par rapport à l'espace. Donc, si on regarde, mettons, les couches d'ozone, comment est-ce qu'ils se modifient au travers du temps. Quand on regarde la pollution humaine par les produits chimiques humains générés par nos industries, tout ça, qu'est-ce que ça fait sur notre atmosphère, notre stratosphère, notre magnétosphère? Il faut comprendre cette interaction entre l'artificiel et le naturel pour être capable éventuellement de combattre les changements climatiques. Fait qu'on fait beaucoup de recherches dans cette zone-là. Donc, on encourage les chercheurs dans les universités avec leurs expériences puis leurs activités scientifiques. Puis, naturellement, l'exploration spatiale, c'est pour ça qu'on est le plus connu. Là, on revient aux astronautes. Fait que j'ai gardé cet élément-là pour la fin, parce que c'est à ce moment-là qu'on va parler un petit peu plus d'astronomie. Mais avant qu'on se rende là, on va parler un peu de l'utilisation de l'espace. On fait vraiment 3 choses quand on regarde l'utilisation de l'espace. 1, on observe la Terre. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. On observe la Terre au Canada, non pas avec des caméras optiques, mais on utilise des radars. Les radars, ça nous permet de passer au travers des nuages, puis regarder les choses pendant la nuit. Tandis que quelque chose d'optique ne nous permettrait pas de faire ça. Fait qu'avec le radar, on est aussi capable de pénétrer légèrement la surface du sol pour savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de la surface. Fait que c'est un engin assez flexible. Le Canada a été un des premiers pays à mettre un radar dans l'espace. Fait qu'on a environ une vingtaine d'années d'information de ces satellites-là. Puis avec 20 ans de collection de données, puis vous imaginez, on parle vraiment de quantités énormes d'informations, on est capable de voir, par exemple, l'érosion des sols. On est capable de voir comment est-ce que les sols vont être affectés soit par les glaces, soit par les eaux, ou même quand les sols commencent à s'enfoncer à cause du dégel du pergélisol, par exemple. On étudie les sciences soleil-terre et les sciences atmosphériques. Fait qu'au niveau de ce qu'on fait au point de vue de l'observation de la Terre, on a une autre vidéo pour vous. Notre pays est vaste et les défis y sont très différents, d'un océan à l'autre. À l'aide de la technologie satellitaire, l'Agence spatiale canadienne propose des solutions à certains de ces défis. Les 3 satellites de la mission de la constellation Radarsat sont conçus pour survoler tous les jours notre pays et ses étendues d'eau. Équipés de radars et de systèmes d'identification des navires, ils recueillent des données inestimables sur notre pays. Ces satellites aident à déterminer l'état des glaces, ce qui aide les capitaines à naviguer dans les eaux de l'Arctique et à approvisionner les villages reculés, et les populations nordiques à se déplacer sur la glace en toute sécurité en expédition de chasse et de pêche. Les satellites surveillent la stabilité du sol et l'évolution du pergélisol, et collectent des données importantes pour comprendre les changements climatiques et mieux protéger notre faune et notre environnement. Les agriculteurs utilisent les données satellitaires pour améliorer le rendement des récoltes. Elles permettent de mesurer le niveau d'humidité des sols et de réduire la quantité d'eau, de pesticides et d'engrais utilisés afin de protéger et d'améliorer l'environnement pour les années à venir. Quand des catastrophes mettent des personnes en danger, les images satellitaires permettent aux équipes de secours d'intervenir rapidement et donc de sauver des vies et d'atténuer les impacts sur les populations et les infrastructures. Les satellites de la constellation Radarsat évoluent en formation pour fournir à tous les Canadiens des solutions à des défis importants. L'Agence spatiale canadienne. Des solutions pour un meilleur Canada.
Dans la vidéo, on utilise ces satellites-là à plusieurs fonctions. Puis en fait, quand on a eu les inondations sur la rive sud, puis même ici à Gatineau, c'est nos satellites qui ont fourni les images aux premiers répondants. Fait que c'est comme ça qu'on les aide. En fait, ces satellites-là sont tellement utiles qu'on établit une charte internationale. On est plusieurs pays qui collaborent ensemble où, gratuitement, aussitôt qu'il y a un désastre, on s'appelle un l'autre. Qui a le satellite le plus près pour être capable de capter les images pour les donner aux premiers répondants, aux gens qui traitent avec l'urgence, le plus facilement possible, le plus rapidement possible. Fait qu'on a un centre de contrôle où on s'appelle puis on se dit, bon, ben OK, cette fois-ci, comme les feux de Fort McMurray, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, plus 3-4 ans de ça environ, c'est un satellite russe qui était le plus près avec son orbite pour nous donner les premières photos des feux à Fort McMurray quand les feux se sont rapprochés de la ville. Fait qu'on a collaboré, on collabore avec les Russes, même les Chinois, pour échanger cette information-là. Fait que c'est un peu utiliser l'espace, quand on l'utilise pour ça, à bon escient au point de vue de gestion des désastres, puis sauver un peu les humains qui sont pris dans cet environnement-là. Mais on utilise ces satellites-là à plusieurs escients. Puis en fait, les 3 satellites que vous avez vus, là, on appelle ça une constellation de 3 satellites, on les a lancés en juin de cette année de la Californie. Et puis, on vient juste de prendre contrôle des satellites après plusieurs mois d'essais dans l'espace. 1, il faut les positionner. 2, il faut s'assurer qu'ils fonctionnent comme il faut. Puis on vient juste de prendre le contrôle de ces satellites-là. Puis on est depuis la semaine passée, en train de transmettre les images maintenant à nos clients. Fait que, avec les nouveaux satellites, on en a pour un autre 6-7 ans, là, à voir vraiment la fine pointe de l'imagerie spatiale pour les images de la Terre à l'agence. L'autre chose qu'on fait, Science Soleil-Terre. En fait, j'ai vu dans votre calendrier qu'on m'a montré tantôt qu'il y avait des belles images. Quelqu'un a pris des belles images du Soleil. Donc, vous êtes probablement à savoir que le Soleil a un gros impact sur la Terre. Ce n'est pas juste une question de nous illuminer le jour et nous réchauffer, mais les tempêtes solaires peuvent avoir un effet assez négatif sur notre environnement par rapport à le transfert de notre électricité, par rapport au transfert de nos communications. Donc, on met beaucoup de recherches à essayer de regarder comment, un peu comme la météo, comment on peut commencer à prédire ces tempêtes-là, puis comment est-ce qu'on pourrait commencer à contrer les effets très négatifs d'une tempête solaire. Fait que beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Puis, naturellement, les sciences atmosphériques, comme je vous parlais un petit peu plus tôt, on met beaucoup d'efforts dans les sciences pour notre environnement, puis pour regarder comment est-ce qu'on pourrait contrer les changements climatiques. Puis en fait, on a un astronaute, David Saint-Jacques, je vais y venir plus tard, qui vient de revenir sur Terre, et puis David passe au travers du même syndrome que tous les astronautes. Ils reviennent sur Terre, puis ils sont choqués. Ils sont choqués de voir comment est-ce que l'humanité, on est capable de détériorer notre atmosphère autant que ça. Quand vous regardez environ des proportions, juste pour vous donner une idée, là, on pense que l'atmosphère, c'est très gros, puis ça va nous protéger pendant très longtemps. Si on réduisait la Terre à l'échelle d'un ballon de basketball, l'atmosphère serait l'épaisseur d'un cheveu humain. C'est un peu impressionnant quand tu regardes ça de même. Puis c'est quelque chose qu'on devrait certainement apprendre à mieux gérer puis à protéger un peu mieux. Fait que quand je vous disais que nos astronautes reviennent, ils sont toujours un peu choqués, eux le voient de l'espace. Comment mince est notre atmosphère. Puis David le dit, puis je vais le répéter, c'est ses mots à lui. Quand lui est sur la station spatiale, c'est un objet volant dans l'espace qui a besoin d'être nourri avec de l'oxygène, puis c'est très, très fragile. Un rien pourrait détruire la station spatiale. Bien, il compare ça à la Terre. La Terre, c'est notre vaisseau spatial qui nous fait voyager dans l'espace. Et puis l'atmosphère, c'est très, très fragile. Si on ne s'en occupe pas, notre vaisseau va tout simplement mourir. Et puis, on a un peu une idée des conséquences qu'on pourrait avoir avec ça. Donc, je vous fais partage de ça parce que c'est quand même un domaine qui est très de pointe aujourd'hui. C'est un domaine dans lequel l'Agence spatiale est très impliquée.
On parlait de science. On fait beaucoup de recherches scientifiques sur toutes sortes de domaines, que ce soit la médecine, que ce soit maintenant la production de nourriture. Fait qu'on est en train de se préparer éventuellement pour un voyage vers Mars. On ne va pas amener 3-4 roulottes de nourriture en arrière du vaisseau spatial pour pouvoir nourrir nos astronautes. Fait qu'il faut trouver des façons pour nourrir les astronautes d'un voyage d'environ 2 ans dans des conditions de croissance pour les aliments qui sont vraiment très difficiles. Fait que s'il y a quelqu'un qui connaît comment faire pousser de la nourriture, comment faire pousser des aliments, que ce soit du blé ou des salades ou quoi que ce soit, dans des conditions très difficiles, c'est bien le Canada. Donc, on va profiter de notre expertise à cause de notre froid, à cause des journées qui sont plus courtes, à cause de notre latitude. On va profiter de notre expertise pour regarder comment on va pouvoir aider éventuellement une mission future. Fait que c'est un autre domaine scientifique dans lequel on s'en va. Oui, on va regarder à viser de la science qui va aider à nourrir nos astronautes pour leur voyage de longue durée sur Mars, mais tout ce qu'on va faire dans ce domaine scientifique-là va être directement utilisable ici sur Terre, au point de vue d'aider surtout nos gens dans les régions éloignées à trouver des façons de se nourrir de façon autonome plutôt que de dépendre sur des bateaux pendant l'été quand les glaces ne sont pas présentes. Comme vous voyez, il y a un thème qui se répète ici. On est toujours en train de regarder à comment survivre dans l'espace, mais on garde toujours un œil sur en s'assurant que tout ce qu'on fait là va pouvoir être applicable sur Terre. Donc, au point de vue du développement des sciences et de la technologie, on met aussi beaucoup d'emphase sur le développement de la relève. L'espace, c'est populaire. Vous devriez voir un gymnase quand un astronaute rentre dans le gymnase. C'est magique à voir, cette étincelle qu'il y a dans les yeux. Puis en fait, même les professeurs sont impressionnés, il faut l'admettre, mais l'impact d'un astronaute sur des enfants est incroyable. Puis en fait, on vient de recruter, il y a 2 ans, on a recruté des nouveaux astronautes. Puis quand on arrivait dans les 10-12 derniers, ils nous ont tous dit qu'il y a eu un moment dans leur vie où ils ont décidé de devenir astronautes. Puis ça, c'était relié au fait qu'à un moment donné, ils ont entendu parler de quelqu'un de science. Ce n'était pas nécessairement des astronautes, mais ils ont entendu parler de quelqu'un de science, ça les a allumés, puis ils ont décidé après ça d'appliquer leur science pour l'espace. Fait que nous, on s'assure d'utiliser l'aspect inspirant de l'espace pour essayer de toucher le plus de jeunes possible. Donc, on utilise beaucoup nos ingénieurs, on utilise nos scientifiques, nos astronautes pour aller dans les écoles, parler avec des jeunes enfants pour essayer de générer cette étincelle qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être rester à l'école un petit peu plus longtemps. Puis quand on arrive aux gens du secondaire, c'est un petit peu plus difficile à motiver, mais on le fait quand même, puis on a quand même des bons résultats. Quand on arrive après ça au niveau fin du secondaire 4, secondaire 5, là, on essaie de les inspirer, ceux qui décident qu'ils vont faire des études postsecondaires, à venir en sciences. Fait qu'on utilise l'espace pour ça. Une fois qu'ils sont à l'université, bien là, on change complètement notre approche. On leur donne des expériences où ils vont construire des satellites eux-mêmes. Puis en fait, on a un programme qui est en cours aujourd'hui. On a fait une compétition où on a choisi une université par province, incluant nos 3 territoires du Nord. OK? Puis ces équipes-là vont construire un satellite, qu'on appelle un CubeSat. C'est gros, un petit peu plus gros qu'un cube Rubik's, c'est pour ça qu'on les appelle des CubeSats. Puis on va voler leurs satellites sur la station spatiale, puis on va les éjecter dans l'espace. Fait que ça va donner environ 400 étudiants qui sont en génie, en sciences, en mathématiques, dans plusieurs universités au Canada, cette habilité d'avoir fait eux-mêmes un satellite qui va voler dans l'espace. Fait que leur valeur marchande, au point de vue de leur résumé, vient juste de prendre une coche vers le haut. Ils vont devenir très marchandables. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait de façon continue. Fait que l'agence, on met beaucoup d'efforts dans la promotion des sciences avec les jeunes et aussi d'essayer de garder les jeunes à l'école le plus longtemps possible, même s'ils ne viennent pas dans un domaine spatial. Mais parce que l'espace est populaire, on a une audience, puis l'audience est captive. Fait qu'on s'en sert beaucoup avec les jeunes.
Fait là, on va parler de l'exploration de l'espace, qui va nous ramener un petit peu plus près de notre sujet, qui est l'astronomie. Puis comme vous voyez, je l'ai gardé pour la fin. Je voulais m'assurer que vous alliez rester avec moi jusqu'à la fin de ma présentation. Bon. OK, fait qu'on va parler de la présence humaine dans l'espace. Le Canada, on est bien connu pour notre contribution sur la Station spatiale internationale, qui est le bras canadien. Donc, le bras canadien, c'est ce que vous voyez qui est comme plié en deux. Ce qu'il y a au bout du bras, c'est un robot. Parce que le bras canadien, c'est comme une grosse grue. Puis, avec une grue, tu n'essayerais pas d'aller couper des baux. Tu n'essayerais pas d'aller couper des fils ou dévisser un écrou ou une vis. Ça prend quelque chose qui est un petit peu plus fin. Puis, c'est ce que vous voyez au bout du bras. C'est le robot qu'on appelle Dextre, parce qu'il est dexterity, là, en anglais. En français, dextérité, bon, c'est ça. Fait qu'on l'a appelé Dextre pour ça. Fait que c'est plusieurs bras. Puis Dextre est capable de ramasser des outils puis de faire de l'ouvrage très, très fin. Puis en fait, Dextre est le pire ennemi des astronautes. Un astronaute, quand ça va sur la station spatiale, ça veut sortir dans l'espace. Puis nous, les gestionnaires de la station spatiale, on ne veut pas qu'il sorte parce que c'est dangereux. Puis on ne veut pas perdre un astronaute. Vous imaginez la perte d'un astronaute dans l'espace, ça serait assez catastrophique comme impact. Donc, Dextre est fait pour remplacer un astronaute. Ce n'était pas prévu de même quand la station spatiale a été développée. C'était supposé d'être les astronautes qui font tout. Mais la station spatiale, c'est notre première station qu'on a construite où l'humanité vit 24/7 depuis 20 ans sans arrêt. Il n'y a eu aucun manque. On a toujours eu une présence humaine là. Et puis, quand on l'a construit, bien, c'était notre première. Fait qu'on a construit notre maison comme ça semblait logique de le faire. Fait qu'on a gardé l'intérieur pour être un laboratoire. Puis toutes les choses qui nous servent à maintenir un environnement ou une atmosphère vivable à l'intérieur sont à l'extérieur de la station. Fait que les batteries, les circuits électriques, les circuits hydrauliques, les antennes, tout ça, c'est tout à l'extérieur. Fait que le plan au début, c'était de sortir des astronautes pour les réparer à chaque fois. Mais un petit peu trop dangereux. Fait qu'avec le temps, la NASA a comme réalisé que les Canadiens étaient vraiment bons dans la robotique. Fait qu'on s'est volontarisé. On a dit, bien, nous autres, on est capable de construire des choses qui vont peut-être remplacer les astronautes dans l'espace. Puis c'est comme ça que Dextre est né. Et puis, c'est quelque chose qui va extrêmement bien. Aujourd'hui, on reçoit des nouvelles batteries d'un vaisseau spatial qui ravitaille la station spatiale. Environ une fois par mois, il y a un ravitaillement, des fois deux, dépendant si on a beaucoup d'expérience à amener en haut. Puis, sur le vaisseau spatial, soit dedans ou à l'extérieur, on va avoir les batteries de rechange. Puis là, c'est mes ingénieurs de Saint-Hubert qui vont, la plupart du temps, quand il n'y a pas d'humain dans la proximité de ce qu'on fait, qui vont prendre le contrôle du bras canadien. Puis de Saint-Hubert, on va aller chercher la batterie sur le vaisseau de ravitaillement. On va l'amener où il faut sur la station spatiale. On va enlever la vieille, qu'on va remettre dans le vaisseau de ravitaillement pour qu'elle retourne sur Terre. On va prendre la batterie, puis on va la reconnecter. Fait que ça, c'est juste un exemple de ce genre de choses qu'on fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas prévu dès le début du design. C'est l'expérience au travers du 20 ans qui nous a menés à ça. Fait qu'on a appris énormément sur comment vivre dans l'espace avec la station spatiale. Puis naturellement, ça se fait toujours avec nos astronautes. Fait que ça, c'est une autre petite vidéo du voyage de David Saint-Jacques. David est parti sur la station spatiale en décembre passé, puis il a passé un petit peu plus que 6 mois sur la station. Bienvenue à bord de la station spatiale. David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne, est à bord de la Station spatiale internationale depuis 6 mois déjà. Le 1er mars, David a la chance d'assister à une première mondiale, le vol d'essai du vaisseau Dragon dédié au transport d'équipage. David est le premier astronaute à entrer dans la capsule qui était inhabitée, ou presque. Bon voyage, Dragon.
Message Ripley. Le 14 mars, 3 nouveaux coéquipiers arrivent à la station. Les 6 astronautes travailleront ensemble jusqu'à la fin juin. Le 8 avril, David Saint-Jacques effectue sa première sortie dans l'espace. Bonjour TC, je suis prêt. Il est accompagné de l'astronaute de la NASA, Anne McLean. Durant 6h30, ils effectuent plusieurs tâches, dont le branchement de câbles pour fournir un circuit électrique redondant au Canadarm2. David devient le 4e astronaute de l'Agence spatiale canadienne à faire une sortie dans l'espace. On prend le temps de regarder autour et on prend le temps d'essayer d'absorber ça. Honnêtement, je suis sûr que ça va me prendre encore des semaines, des mois, peut-être des années à vraiment absorber l'expérience. Le 4 mai, David est aux commandes du Canadarm2 pour attraper le vaisseau cargo Dragon de SpaceX. Bienvenue à bord, Dragon. Welcome on board, Dragon. À quelques semaines de son départ, David continue d'appuyer les opérations essentielles à bord de la Station spatiale internationale et savoure cette unique opportunité de vivre dans l'espace. C'est un immense privilège de se trouver ici. Très peu de gens ont eu la chance de voir ceci de leurs propres yeux. Bon. Fait que David est de retour sur Terre et puis il va très bien. Si vous avez suivi son retour, vous avez peut-être remarqué qu'il ne filait pas très bien quand il est atterri. Il était affecté par le mal de la Terre un petit peu plus que d'autres, puis ça, on ne sait jamais quand ça arrive. Fait que les gens qu'on est certain que ça n'arrivera pas, ça arrive, puis vice-versa. Donc, fait qu'il était assez affecté par ça. Il était assez malade pour 2-3 jours. Son équilibre aussi, ça a été un petit peu plus long à revenir. Mais la plupart des astronautes, en dedans de 2 semaines, ils redeviennent très fonctionnels sur Terre. David, ça a été le cas aussi. Lui, c'est juste que c'est les premiers jours qui ont été un petit peu difficiles. J'ai rencontré David il y a 1 semaine ou 2, puis il n'y avait vraiment plus aucune conséquence de son voyage. David nous parle de l'expérience qu'il a eue à voyager dans l'espace, c'est-à-dire une sortie extravéhiculaire. Donc, je blague beaucoup qu'on ne veut pas qu'il sorte, mais en réalité, pour un astronaute, c'est vraiment une occasion exceptionnelle de vivre une expérience totale dans l'espace. Fait que malgré le fait qu'on en blague un peu, David nous revient avec une description de son expérience qui est vraiment passionnante à entendre. Puis je vous invite fortement, si vous avez l'occasion de l'entendre parler, que ce soit par vidéo ou autre, ça vaut la peine d'écouter. Comment est-ce qu'un humain se sent quand il se retrouve dans l'espace? Puis il y a eu un moment donné, parce que quand ils sont là, ils sont cédulés là, aux secondes près. Puis l'ouvrage, quand on envoie un astronaute de façon dans un contexte extravéhiculaire, faire quelque chose parce que le robot n'est pas capable. Donc, c'est très complexe, puis ça prend un humain pour le faire. Puis ces tâches-là vont toujours exister. Le robot ne pourra pas toujours tout faire. Puis, ce qui arrive dans le cas de David, c'est qu'à un moment donné, dans sa mission, il y avait de quoi qui ne fitait pas. Puis, il fallait que les ingénieurs au sol à Houston trouvent une façon d'arranger l'affaire parce que ça ne marchait pas. Donc, pendant que les ingénieurs à Houston, avec un simulateur, essayaient de brancher des choses d'une façon ou d'une autre là, dans l'équipement qu'il y avait au sol à Houston, bien, ils ont dit à David, prends une pause. Là, il se retournait de bord, puis à ses pieds, sous lui, il y avait la Terre qui voyageait tranquillement, pas vite. Puis, pour la première fois, des quantités d'heures, je pense qu'il était là 6 heures, je pense qu'on dit ça dans la vidéo, 6 heures dehors. C'est la première fois qu'il avait le temps de relaxer. Son cerveau n'était pas focusé sur une tâche technique qu'il va accomplir. Il a pris le temps de prendre un gros respire puis de regarder le tout. Ça a été magique, vraiment magique pour lui. Fait qu'on est très content, surtout qu'un Canadien soit donné la responsabilité d'aller dans l'espace pour ça. Fait que ça, c'est nos quatre astronautes. Les 2 à votre gauche, Josh puis Jenny, viennent juste c'est nos 2 astronautes les plus récents. Ça fait 2 ans qu'ils sont avec nous à l'Agence spatiale. Ils graduent après Noël, en janvier, de leur cours de base d'astronaute qui est de 2 ans. Après le cours de base, là, tu vas passer plusieurs autres années avant d'être choisi pour une mission à parfaire ton entraînement avec des choses qui sont toujours de plus en plus
compliquée, de plus en plus exigeante, de plus en plus difficile à faire. Fait que c'est pas parce que tu viens de graduer de ton cours d'astronaute, on te donne tes ailes d'astronaute que tu peux aller voler. Non, tu as encore pas mal de leçons à apprendre, puis de croûtes à manger. Fait que, ils viennent de graduer du cours de base et vont continuer leur entraînement à Houston. On a David ici, qui est le troisième de votre gauche. C'est lui qui vient de revenir. Et puis, on a Jeremy ici, juste en arrière de moi, qui va être le prochain à voler. Puis, on est en discussion avec la NASA de voir quand est-ce qu'il va être son prochain vol. Donc, si on quitte le monde des astronautes, d'autres choses qu'on fait au point de vue de l'exploration spatiale, c'est l'exploration planétaire. Ça, c'est quand on envoie quelque chose sur une autre planète. Ce que vous voyez ici, c'est un selfie d'un de nos rovers qui est sur Mars. On a des instruments canadiens sur le rover. On a effacé un peu l'aspect du bras qui prenait la photo, là. Puis en fait, on vient de regarder une proposition de continuer les activités scientifiques de ce rover-là pour un autre 3 ans sur Mars. Donc, avec le rover américain et d'autres rovers européens et de d'autres pays, on est en train de faire les recherches scientifiques pour éventuellement mener à une présence humaine. Donc, où est-ce qu'on serait le mieux d'atterrir? On va avoir besoin d'eau, puis Mars est rempli de glace. Fait que où est-ce que la glace est le plus accessible possible? Il y a beaucoup de glace enfouie, loin sous terre, mais on ne veut pas être obligé de forer pour aller chercher de la glace. On veut l'avoir le plus près du sol possible. Fait que, la glace, comme vous faites savoir, c'est de l'oxygène puis de l'hydrogène, hein, H2O. Fait que l'oxygène, on s'en sert pour vivre et survivre, mais l'hydrogène sert à faire du carburant. Éventuellement, on va pouvoir s'attendre à avoir une distillerie, une production de carburant sur les planètes sur lesquelles, éventuellement, les humains vont se trouver. Avant d'aller sur Mars, on va aller sur la Lune. On va se pratiquer sur la Lune. Il y a moins d'eau, il y a moins de glace, mais s'il arrive un pépin, on est à 2 ou 3 jours de ramener quelqu'un d'urgence sur Terre. Sur Mars, oublie ça. Ça prend, dépendant d'où ce qu'on va être au point de vue d'orbite, de mécanique orbitale, là, nos planètes, l'alignement de nos planètes. Si on est au plus loin possible entre Mars et la Terre, ça pourrait prendre 1 année avant de vous ramener sur Terre. Fait qu'en 1 année, si vous avez un bobo, ça risque d'aller mal, votre affaire. Fait qu'on veut se pratiquer sur la Lune. Il y a énormément de sciences à apprendre, de toute façon, en allant sur la Lune, puis on va s'en reparler très bientôt. D'autres choses qu'on fait au point de vue d'exploration planétaire, une mission pour laquelle le Canada a participé, puis qu'on a, c'est nous qui avons fourni un des éléments scientifiques les plus importants. Ça, c'est un vaisseau spatial qui s'appelle OSIRIS-REx, qu'on a envoyé dans l'espace. OSIRIS-REx se trouve présentement à 2,5 milliards de kilomètres de la Terre. D'accord? Et puis, on l'a envoyé il y a 2 ans de ça. Il a rencontré un astéroïde qui s'appelle Bennu. Bennu, c'est comme un ballon de football. C'est un des plus vieux astéroïdes de notre système solaire. Bien, en fait, il passe dans notre système solaire. Fait que, mettons, de notre galaxie. Bennu va revenir à proximité de la Terre en 2500, l'année 2500 environ, s'il ne se passe rien entre-temps. Mais il va passer quand même assez proche de la Terre. Il pourrait même passer entre la Terre et la Lune. On n'aimerait pas ça que sa trajectoire dévie de quelques degrés, d'un bord ou de l'autre. Donc, on a intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe avec Bennu. C'est fait de quoi? Puis, tu sais, si jamais on avait à prendre des mesures draconiennes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais Bennu a aussi un intérêt scientifique très, très grand. Parce que sur Bennu, il y a des matériaux qui datent d'avant que la formation de nos planètes. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme spécimen sur Bennu qui pourrait être d'intérêt scientifique? On ne sait pas. Donc, OSIRIS-REx a la tâche d'aller voir Bennu. Il va passer 2 ans dans l'orbite de Bennu. Puis Bennu, en fait, c'est gros comme
la Tour Eiffel. Fait que prenez votre ballon de football, mettez-les à la verticale, c'est pas plus gros que ça. OK? Donc, ça fait 2 ans à orbiter ça. Puis, notre instrument canadien, c'est lui qui regarde à faire la map de tout l'extérieur de Bennu, ce qui sont les roches, les montagnes, les vallées. Puis, éventuellement, dans environ 1 an d'ici, Bennu va se rapprocher. Puis, vous voyez la sonde qui est au bout du vaisseau? Il va aller toucher la planète, remplir son contenant de spécimens, d'échantillons, ramener ça sur sa capsule, puis revenir sur Terre. Fait que nos scientifiques vont avoir accès aux spécimens de Bennu. Ce qu'on me dit, c'est que les archéologues et les scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là, un grain de sable de Bennu pourrait faire une carrière scientifique pour toute la vie d'une personne. Imaginez si on ramène quelques grammes, ou même, si on est chanceux, 1 kilogramme. On va faire des découvertes scientifiques incroyables. Donc, on a intérêt à aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Bennu pour des raisons de science, puis en espérant que non, là, mais pour des raisons de sécurité aussi. Fait que l'échantillon devrait nous revenir à l'entour de 2025. J'ai un petit vidéo sur Bennu que je voudrais vous montrer. Puis ça va vous montrer la contribution canadienne. Fait qu'on utilisait un LIDAR en anglais, je ne pourrais pas vous le traduire en français, là, mais c'est une façon d'aller imager une section de Bennu pour voir exactement où, éventuellement, Bennu pourrait s'approcher pour prendre son échantillon. Puis ce qu'on a réalisé sur Bennu, qu'il y avait pas mal plus de roches qu'on pensait, puis autant qu'on pensait que ce serait facile de s'approcher, toucher, puis ramener de quoi, ça ne va pas être trivial parce que c'est pas mal plus de la roche que du sable. Donc, l'instrument canadien a aidé à trouver des zones très spécifiques où on va avoir un petit peu plus de chances d'amener un échantillon. Fait que je vais vous montrer le vidéo. De long. Fait que si on s'approche d'une roche qui a 6 pieds de hauteur, on pourrait détruire des années de recherche. Fait que notre instrument n'était pas prévu de nous donner ce genre d'analyse-là, mais vous pouvez être certain que quand la NASA ils ont vu comment le sol de Bennu était fait, ils ont-ils été contents un peu d'avoir les Canadiens sur la mission, d'être capables de leur donner ce genre d'informations-là? OK. Fait que là, on va arriver à l'astronomie. C'est la seule slide que j'ai en anglais parce que je n'ai pas osé la traduire. C'est plein d'acronymes. Mais vous voyez 2 genres de spirales. Fait que la spirale bleue, c'est les missions en astronomie de l'espace canadiennes. Puis la spirale verte, c'est les missions d'astronomie internationale. Dans la majorité des missions internationales, on a collaboré avec le pays qui menait la mission. Puis quand on collabore et qu'on fournit un instrument, comme on a fait avec OSIRIS-REx, par exemple, nos scientifiques ont le droit aux données, ils ont le droit à du temps sur le télescope. Pour être capable d'aller capter des données ou quoi que ce soit. Fait que pour nous, c'est comme un échange qu'on fait. Fait que nous, le gouvernement, l'Agence spatiale, on fournit l'instrument et en échange, la science canadienne va pouvoir se faire en collaboration avec tous les pays de notre partenaire. Fait que je ne vais pas passer au travers de tout ça, mais ça vous donne une idée de la quantité d'instruments astronomiques qui existent dans l'espace. Je dois vous mentionner aussi que l'Agence spatiale, on est responsable des télescopes de l'astronomie de l'espace. C'est le CNRC qui est responsable des télescopes au sol. Fait que nous, ce n'est pas nous qui s'occupent des télescopes au sol. Un des télescopes qu'on va envoyer
très bientôt, il est déjà 2 ans en retard, c'est le James Webb. James Webb, c'est un télescope non pas optique comme le Hubble, mais il va dans l'infrarouge. On va l'envoyer à un des points lagrangiens. Certains de vous savent c'est quoi un point lagrangien. Il n'y a pas de gravité. Fait qu'il va être à plusieurs millions de kilomètres. Et on s'est assuré d'avoir aucune interférence de lumière du Soleil. James Webb, c'est un télescope vraiment qui excite nos astrophysiciens comme vous ne pouvez pas croire. Donc, la raison pourquoi eux sont vraiment passionnés à l'idée d'avoir accès à ces données-là, quand James Webb va regarder la façon la plus pointue possible, parce que comme une caméra, tu peux regarder très large, mais quand on veut voir vraiment là, le plus loin, le plus pointu possible, là, les astronomes me disent que James Webb vont être capables de voir environ, puis là, c'est un chiffre assez approximatif, là, mais environ 100 000 fois plus loin que Hubble. OK? Fait là, je sais que je parle à des astronomes, puis vous savez comment est-ce que l'univers prend de l'expansion, mais de la façon que je le compte aux gens qui n'ont pas de formation en astronomie, je leur dis, tu sais, c'est comme quand tu as le Big Bang, puis à partir du bang, le point central du bang, tout commence à expandre à partir de ça. Fait que si, maintenant, on se place encore dans un ballon de basketball, puis on sait bien que la Voie lactée n'est pas au centre du ballon de basketball, là, mais mettons. James Webb, là, il ne sera pas capable de voir la limite du ballon de basketball, la peau du ballon de basketball, qui serait vraiment les particules premières qui ont été présentes après le Big Bang, mais presque. OK? Pas loin de là, mais presque. Fait que les astrophysiciens sont vraiment, vraiment excités de voir quel genre de nouvelles sciences ils vont pouvoir voir, quel genre de choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on va découvrir demain. Puis parce qu'il n'est pas optique, qui est dans l'infrarouge, on va être capable de voir au travers de la poussière. On va être capable de voir des galaxies qui sont en collision. On va être capable de voir la formation de nouvelles planètes. Parce que comme vous savez, que ce soit une collision ou que ce soit la formation de nouvelles planètes, il y a beaucoup de poussière. Avec James Webb, on espère faire le lancement d'ici 2021. NeoSat, c'est un satellite canadien. C'est pas plus gros qu'une valise. Puis, il orbite environ à 800 km d'altitude de la Terre. Puis, sa fonction à NeoSat, c'est un télescope. Il regarde les objets proches de la Terre, les astéroïdes qui pourraient venir en collision avec la Terre, mais aussi des débris, puis d'autres petits satellites. Ça, c'est une photo de U8 sur Astrosat, qui est un instrument indien. Ça va? C'est une photo en ultraviolet. Ça vous montre une constellation. En fait, c'est le NGC 2336. Je n'aurais pas pu m'en souvenir autrement, non? Puis c'est une galaxie qui est quand même assez près de la Terre. Puis parce que c'est une photo en ultraviolet, où vous voyez les lumières blanches, c'est des collisions très, très violentes de différents systèmes solaires. Donc, c'est la naissance de nouvelles planètes pas longtemps après ces collisions-là. 2 photos pour vous montrer un peu les différences de pourquoi on regarde le ciel avec différents spectres. La photo de gauche, c'est une galaxie. Elle, ça s'appelle... Combien? Ah ouais? OK, moi j'ai Messier 81, c'est ça? N81? Bravo. Soit moi, il fallait que je triche avec mes notes. Fait, la photo de gauche, c'est dans l'optique. Puis la photo de droite, c'est l'ultraviolet. Okay, puis dans l'ultraviolet, on peut voir où c'est qu'on a les masses blanches. C'est encore des centres d'activité très, très violents, collisions, etc. Puis c'est là qu'on voit la formation de nouvelles planètes. Donc, avec James Webb, on va être capable de se focusser puis d'aller voir exactement qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là, où, du côté optique, on n'est pas capable de le faire. Donc, ça, c'est les slides où j'ai demandé à mon astronome comment
qu'elle voyait le futur de la science astronomique. Puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a donné un paquet de questions. Donc, voici ce sur quoi il se penche. Puis, c'est des questions très fondamentales. Comme vous pouvez les lire, je n'ai pas l'intention de passer au travers, mais moi, j'aurais cru, comme personne de science normale, connaissant pas l'astronomie, qu'on était dépassé cet aspect de comment est-ce que les nouvelles étoiles sont formées. Mais non, on en connaît très, très peu encore sur comment les étoiles sont formées. Il y a encore énormément de recherches à faire. Puis, les astronomes me disent que quand ils s'abonnent à l'Association internationale des astrophysiciens, ils ont accès à environ 280 banques de données différentes pour être capables de faire leur science puis d'être capables de répondre à ce genre de questions-là. Et puis, chaque année, à l'international, en collaboration internationale, plusieurs pays, on lance de 2 à 3 nouveaux satellites au télescope ou engins qui vont continuer à collectionner des données sur l'astronomie. Donc, c'est un domaine qui est vraiment en grande expansion, puis on a vraiment des questions fondamentales à répondre. D'où on vient, pourquoi on est là, où est-ce qu'on s'en va. La scientifique avec qui je vous parlais, c'est une experte des trous noirs. Elle en parle d'une façon très, très passionnée, puis je ne pourrais pas faire justice à sa science en essayant de vous les décrire. Puis en fait, je vais me mêler, puis je vais vous mêler. Donc, j'ai préféré ne pas le faire. Mais la science alentour des trous noirs, c'est quelque chose qui est aussi de grand intérêt. Question de comprendre comment est-ce que ça se fait qu'on a quelque chose qui a autant de gravité, puis les impacts de cette gravité-là sur le voisinage. En passant, les satellites que vous voyez à votre droite, c'est des satellites qui vont aider à répondre ce genre de questions-là. Fait qu'on ne parle pas d'un satellite, on en parle de plusieurs. Puis si vous avez remarqué, le James Webb, JWST, est sur toutes les questions que je vous ai montrées, parce que ça va vraiment être un satellite qui va être capable de répondre à ces questions scientifiques-là. Fait que là, ici, on parle de comment est-ce que les étoiles et les planètes sont formées, puis comment est-ce que les systèmes solaires évoluent avec le temps. Donc, c'est un environnement scientifique en expansion, comme je vous l'ai dit, mais où la collaboration internationale est vraiment un exemple à suivre. Fait que ça permet à des penseurs, des gens avec beaucoup de compétences dans des pays qui n'ont peut-être pas le luxe d'avoir des satellites, d'avoir accès aux données puis d'être capable de contribuer. Donc, nous, on ne regarde pas à limiter l'accès aux données à juste des Canadiens ou à l'international, juste à des gens qui collaborent avec nous. L'objectif ici, c'est un objectif scientifique. Fait qu'on ouvre les données. Les données sont disponibles à nos chercheurs. L'objectif, c'est d'aller chercher la science. Fait que qu'est-ce qui va se passer vers l'avenir? Le premier ministre a annoncé la nouvelle stratégie pour l'espace du Canada au mois de février. En fait, il est venu à l'Agence spatiale. C'était une très, très belle journée pour nous aussi d'avoir sa visite. Puis, essentiellement, la stratégie spatiale canadienne amène le gouvernement à se commettre à très long terme dans les sciences spatiales. Ça, c'était très, très, très important parce qu'on a eu des phases où on avait de l'argent, on en avait moins, on en avait plus. Avec la stratégie spatiale, on se commet pour le long terme. Le Canada va être présent dans l'espace. Comme exemple de ça, on s'est commis à participer dans le programme lunaire de la NASA. On va contribuer la prochaine génération du bras canadien, donc Canadarm3. Fait que ça va être une robotique très avancée. Canadarm2, qui est sur la station spatiale, c'est un design des années 90. Là, Canadarm3, ça va être un design des années 2020. Fait que beaucoup, beaucoup d'autonomie à cause d'intelligence artificielle. On va mettre Canadarm3 sur le Gateway que vous voyez en bas. Le Gateway va être une station spatiale, non pas orbitale, mais à proximité de la Lune. Non pas orbitale parce que c'est un engin spatial qui peut être bougé.
Gateway va éventuellement être le point de relais des astronautes avant d'aller sur la Lune. Donc, ils vont aller de la Terre au Gateway, ils vont prendre une plus petite fusée qui va partir du Gateway puis aller sur la Lune. Puis vous vous souvenez de l'eau puis du carburant que je vous ai mentionné tantôt? Et éventuellement, cette fusée-là va être réapprovisionnée sur la Lune avant de revenir à Gateway. OK? À ce moment-là, on va avoir une présence humaine permanente sur la Lune. Donc, pour ça, on a de la science à découvrir, on a de l'innovation à mettre sur table, on a un paquet d'expériences à apprendre aussi au point de vue de la durée des humains dans l'espace. Quand je vous parlais des malaises ou des maladies que les astronautes avaient sur la station spatiale au tout début de ma présentation, il faut reconnaître que la station spatiale à 400 km d'altitude de la Terre est encore protégée par la magnétosphère. Fait que toutes les particules très mauvaises pour le corps humain, comme les particules alpha, c'est des radiations émises par le Soleil, sont déviées, merci, par la magnétosphère. Quand tu es sur la Lune ou sur Mars, il n'y en a pas de ça. Donc, on va recevoir beaucoup de radiation. Les malaises que nos astronautes ont dans l'espace, c'est à cause du manque de gravité. Quand on va arriver sur la Lune ou sur Mars, il y a de la gravité. 1/6, 1/3 de la gravité. Est-ce que c'est assez pour remettre les organes en place, puis de recalcifier les os, puis de rendre les artères flexibles, 1/3 ou 1/6 de gravité, ou pas? Ça prend-tu un G sur Terre pour que ça arrive? Bien, il va falloir le découvrir. On ne sait pas si ça va arriver. Fait qu'est-ce que nos astronautes vont continuer de dépérir, même s'ils sont sur une autre planète, jusqu'à temps qu'on trouve une planète qui a 1 G de gravité? On ne sait pas, il faut l'apprendre. Fait qu'on parle d'outillage complètement différent, on parle de médecine complètement différente. Puis vous imaginez, si on essaye de protéger nos astronautes contre la radiation, c'est beaucoup de médecine qui va être applicable au cancer, par exemple. Fait que tu sais, on va regarder dans ces nouveaux domaines médicaux-là pour l'espace, avec toujours un œil sur l'application directe sur Terre. Fait que pour nous, c'est quelque chose de très excitant. Et voilà. Fait que ça fait le tour de ma présentation. Fait que j'espère que vous avez une meilleure appréciation de tous les domaines dans lesquels on travaille. Puis j'espère que j'ai réussi à vous donner une petite idée, surtout au point de vue de l'astronomie, où la communauté qui traite de l'astronomie, de l'espace, s'en va, puis ce, avec quoi ils font affaire aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions ou pas, mais je regarde à mon coordonnateur, là. Oui? J'ai 4 questions. J'ai 4 questions à vous demander. D'abord, vous en avez parlé un petit peu de l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir où en sont les choses au Canada pour l'intelligence artificielle. La deuxième question, c'est relatif à peut-être de la politique un peu. C'est qui détermine les missions, l'ordre des missions, l'importance des missions et quelle est l'importance et la prépondérance du Canada dans ces décisions-là. La troisième, c'est... Je me souviens pas de ta première. Bon, on regarde, je vais le dire, je vais les dire, puis après ça, on va... La troisième, c'est question des projets combinés. On sait, par exemple, que le James Webb, avec le télescope européen au Chili, et puis le satellite TESS, vont probablement travailler ensemble pour essayer de découvrir des planètes. J'aimerais que vous en glissiez un mot. Et puis, la question numéro 4, qui est relative à ce que vous venez de parler, est-ce que vous avez vu des signes d'adaptation du corps humain dans les expériences des astronautes? Savoir s'il y a eu de l'adaptation ou si simplement, là, il n'y en a pas d'adaptation possible du corps. OK. Fait en priorité, quelle question vous voulez que... Les 1, 2, 3, 4. La première, c'était sur l'intelligence artificielle. OK. Où en sont rendues les choses ici au Canada? OK. Fait le Canada est un meneur dans l'intelligence artificielle de façon internationale. On a des chercheurs, des scientifiques en intelligence artificielle qui sont reconnus mondialement. On est vraiment une sommité.
C'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. Donc, l'opportunité qu'on va avoir avec le bras canadien, ça va être de prendre déjà un profil très élevé à l'international, puis de l'amener encore à se pousser, puis d'aller plus loin encore. Là, on parle d'intelligence artificielle qui sont reliées à la machine. Il y a un cadre d'intelligence artificielle qui est vraiment relié aux grandes données, le big data, comme on dit. Nous, on ne s'en va pas tout à fait vers là tout de suite. Demain, on va y aller, mais présentement, pour le bras canadien, c'est plus du machine learning, comme on dit en anglais. C'est là qu'on va se focusser. Demain, mais qu'on regarde à un cadre de médecine avancée, il va falloir faire des recherches génomiques sur nos astronautes pour des missions pour Mars, pour essayer de prédire les probabilités qu'ils aient certains malaises. Parce que même qu'on parte en mission pour 2 ans ou 4 ans, on ne peut pas prendre un détour puis aller chez un Jean Coutu. Si quelqu'un a mal à la tête puis on n'a plus de temps à nord. Donc, il va falloir s'assurer que par nos analyses, en utilisant de l'intelligence artificielle sur les grandes banques de données, qu'on soit capable de prédire quel genre de produits pharmaceutiques on devrait amener spécifiquement pour chaque astronaute pendant la période de leur voyage. Fait que l'espace va requérir les 2 formes d'intelligence artificielle les plus connues aujourd'hui. Puis l'objectif, c'est de renforcer la force canadienne dans ces domaines-là en s'assurant d'appliquer ces connaissances scientifiques-là dans un monde très hostile. Fait que c'est ça qui va mener tout le monde à pousser leur science. Par rapport à votre 4e question de l'adaptation du corps humain, quand que je parlais de ce qui arrivait au corps humain dans l'espace, c'est ce que le corps fait, c'est qu'il s'adapte à son nouvel environnement. Tu es en effet d'apesanteur, tu n'as pas besoin que tes os soient solides. Fait que le corps fait « Pourquoi je devrais les nourrir? » Fait qu'il arrête de les nourrir. Puis il dit à tes os, « Bien là, je n'ai pas besoin que tu sois aussi fort que quand tu es sur Terre, puis tu as un jet de gravité à contrer. » Fait que le corps se protège, le corps s'adapte à son environnement, puis il se débarrasse du calcium. Tout le calcium part dans l'urine des astronautes. C'est pas long. Ça prend quelques mois, puis ils ont atteint déjà le stage où il y a un manque de calcium sévère. Mais tant qu'ils sont dans l'espace, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est une forme d'adaptation par rapport à ça. Fait que ce n'est pas toutes des malaises ou des maladies qui sont spécifiques à l'espace. En fait, il n'y a rien qui est spécifique à l'espace. C'est toutes des maladies qu'on connaît et qu'on a sur Terre. Fait que c'est toutes des façons que le corps a de s'adapter à l'environnement. La deuxième question, c'était qui détermine les missions spatiales? Et finalement, est-ce que le Canada a un gros mot à dire dans l'établissement de ses priorités à lui, au Canada? OK. Fait que ça, il y a plusieurs façons de le répondre. À l'Agence spatiale, on a un budget d'investissement avec lequel on est capable de payer pour des missions. Soit qu'on fait des missions canadiennes, puis c'est nous qui est le chef de file, puis on va chercher des partenaires à l'international, ou soit qu'on embarque dans la mission de quelqu'un d'autre. Donc, on a plusieurs gens à l'agence, des gens de tout genre de milieu, des économistes, des chercheurs, des ingénieurs, toutes sortes de gens qui étudient les bienfaits, les bénéfices pour le Canada d'aller dans une direction ou une autre. À la fin, quand les choses rentrent dans le budget que moi je gère, je prends la décision finale. Quand c'est un budget qui requiert un investissement supplémentaire par le gouvernement, là, je vais vers le gouvernement pour demander l'investissement des fonds au travers du cycle budgétaire annuel du gouvernement fédéral. À ce moment-là, le cabinet prend les décisions pour aller de l'avant, puis le gouvernement prend la décision d'investir ou pas. On voit un peu à la remorque aussi de la NASA. Bien, quand on fait de la collaboration internationale, on collabore avec tout le monde, que ce soit la NASA ou l'ESA du côté européen. On a fait des missions avec la JAXA, on a fait des missions avec l'ISRO en Inde, puis là, on regarde à faire des missions avec un paquet d'autres pays. Donc, on n'est pas unilatéralement dévoué à seulement qu'une collaboration avec la NASA. On en a fait avec plusieurs autres pays. Puis en fait,
quelque chose que je ne savais pas quand je n'étais pas dans le domaine de l'espace, mais quelque chose pour lequel on devrait en sortir une grande fierté. Le Canada est en très, très haute demande. Il y a beaucoup de missions que nos collaborateurs vont nous approcher puis vont nous dire, tu sais, on a besoin de vous autres, là, puis si vous embarquez pas le Canada, on ne fera pas la mission. Ouais. Puis ça met un peu de pression sur nous parce que des fois, on n'avait pas prévu d'aller dans cette direction-là. Donc, des fois, on revise, on regarde si on peut réattribuer, accommoder ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Fait que la crédibilité autant de l'industrie canadienne à développer des instruments scientifiques ou opérationnels pour ces missions-là et notre force scientifique est aussi à la fine pointe. Donc, j'en suis très, très, très fier qu'on est en haute demande par la communauté internationale. La troisième question, c'était au propos des projets combinés. En fait, c'est comme une réunion de différents projets, mais dans un but commun. Comme par exemple James Webb avec le télescope spatial, le télescope du Chili quand il va être terminé, et TESS. Oui. Ben, en fait, ces missions-là ou cette collaboration-là que vous parlez, je ne suis pas tout à fait familier, là, je ne suis pas tout à fait au courant, mais c'est de la façon qu'on opère dans l'espace. Donc, nos satellites, avant qu'un scientifique ait accès à des données, ce qu'il pourrait ne pas concevoir, c'est que c'est peut-être un satellite indien qui a passé au travers un poste de réception canadien dans le Nord à travers des fils américains qui ont passé quelque part avant que les données se rendent dans un centre de données. On collabore tout le temps par rapport aux missions. Puis, on motive, on encourage les scientifiques à trouver des façons d'amener plusieurs sources de données dans un ensemble, un mash-up, comme on dit, là, puis qu'on regarde à collaborer avec plusieurs centres d'études ou centres de recherche sur Terre. Donc, c'est quelque chose qui est encouragé. Ça fait partie de notre culture dans l'espace de toujours chercher ces opportunités de collaboration. D'autres questions? Petite question. Quand j'étais jeune, on disait que Fort Churchill, c'était le Cap Canaveral du Canada. Est-ce que ça existe encore? Bien, Fort Churchill, oui. Mais le centre... on a arrêté de lancer... c'est tard dans les années 70, si je ne me trompe pas, parce qu'on est passé à autre chose. Le Canada, on n'a pas vraiment une base de lancement présentement, mais il y a beaucoup d'intérêt à en rebâtir une. Puis en fait, il y a une compagnie qui s'appelle MLS, Maritime Launch System, qui a eu la permission, ils ont eu les études qui ont été faites. Ils vont bâtir une nouvelle base de lancement à Canso, en Nouvelle-Écosse. Canso est à la pointe est de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça permet des lancements dans un orbite polaire où tu n'as pas personne en haut du nord de toi ou sud de toi, là. Fait que s'il y a un problème avec le lancement, ben, tu es sur l'océan, tu n'es pas sur un endroit peuplé. Fait que c'est très d'intérêt pour eux. Et puis, avec MLS qui va bâtir la base, et ils ont des lanceurs aussi, des lanceurs à cargo à portée moyenne. Là, il y a plusieurs autres compagnies de lancement canadiennes qui veulent utiliser cette nouvelle infrastructure-là, bâtir leurs propres lanceurs, et dans un cadre commercial, toutes ces compagnies-là vont maintenant offrir des services à des gens qui veulent mettre des choses dans l'espace. Fait que c'est en ébullition au Canada présentement, comme on se parle, puis MLS devrait commencer la construction dans les mois qui suivent. Fait qu'on ne parle pas de quelque chose dans plusieurs années, là. Ils ont les permissions, ils ont engagé, ils ont les fonds, puis ils commencent à construire. Fait que dans le futur très proche. Il y a une constellation de satellites qui a été envoyée, qui va continuer d'être envoyée dans l'espace. Est-ce que ça donne des soucis à la communauté des gens qui envoient eux aussi des satellites dans l'espace? Fait que tu parles de la constellation de SpaceX? Oui, oui. OK.
Il ne fallait pas que je nomme la compagnie? OK, j'aurais pas dû dire SpaceX, c'est ça? Il y a des fanatiques de M. Musk. Donc, oui. Puis en fait, l'astronome qui m'a donné les slides sur l'astronomie tantôt, elle m'expliquait aussi le problème de la pollution visuelle que ces constellations-là vont représenter. On parle de constellations qui vont avoir plusieurs milliers de satellites en bas orbite. Puis SpaceX, c'est une douzaine de compagnies qui regardent à faire la même chose. Pas tous de la même envergure que SpaceX. On a même une compagnie canadienne qui regarde à envoyer environ 600 satellites dans leur constellation. Mais SpaceX, on est plusieurs dizaines de milliers de satellites. Là. Fait que 600, c'est pas la même affaire. Donc, l'objectif ici, c'est d'une façon, avec un objectif commercial, c'est de bâtir un réseau autour de la Terre qui va permettre l'accès Internet partout où tu es. Donc, ceux de vous qui restent, en tout cas, moi je reste à Chelsea, j'ai 5 mégabits quand je suis chanceux. Sur contrat? OK. Oui, c'est ça, je dis quand je suis chanceux. Fait que les peak hours, là, on a de la misère à écouter Netflix sans voir la petite horloge qui apparaît. Fait que, tu sais, puis on est rien qu'à Chelsea, là. Fait que ceux dans le nord, ils n'ont pas accès à ça. Fait qu'il y a quand même un bienfait d'amener ça. Le coût, ça va être à voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Le Canada, on est un leader du domaine dans le côté international pour mettre des règles par rapport à comment on devrait aller dans l'espace. Il y a vraiment une collaboration internationale incroyable entre les gouvernements par rapport à régulariser le tout. Mais on a des leçons à apprendre. Ça va prendre combien de ces constellations-là avant qu'on dise time out, on n'est plus capable, tu sais. Puis où c'est-tu la construction des satellites qui est un enjeu? Est-ce qu'on peut cacher tout ce qui miroite de façon à ce que ça soit... Parce qu'on sait où chacun va être. Fait qu'au point de vue de gestion de débris, ça se gère. Mais c'est la réflexion qui est un problème pour les astronomes. Donc, est-ce qu'on est capable d'utiliser des matériaux différents? Fait que, tu sais, là, il y a une nouvelle problématique. Fait que l'humanité fait face à un nouveau problème. Puis, tu sais, j'ai pas de doute qu'à un moment donné, on va le résoudre. Il n'y a aucun de toutes ces constellations-là sont commerciales. Il n'y a aucun de eux qui vont vouloir engendrer une si grande problématique que les gens vont commencer à les détester. Parce que là, on n'achètera plus leurs services. Fait, tu sais, il y a comme une balance de choses qu'il faut qu'il arrive, mais on va tout apprendre ces leçons-là en même temps, partout sur la Terre. Donc, on reconnaît la problématique. Du côté des Nations unies, on est en train de mettre les règlements en place, mais ces règlements-là ne vont pas arranger cette problématique-là de pollution visuelle tout de suite. Donc, on va évoluer au travers de ça. Fait que, oui, c'est un problème. Oui, on le reconnaît. Il n'y a pas de solution aujourd'hui, mais on sait qu'il va falloir qu'on y travaille. Puis c'est ça quand l'espace, c'est toujours une découverte. Fait qu'on va se donner le temps d'apprendre les leçons puis de voir comment est-ce qu'on va réagir. J'ai une dernière question. La dernière question, c'est relatif à l'armement de l'espace avec le projet de M. Trump. Est-ce que ça va avoir une incidence sur ce que vous faites? Bien, je ne sais pas si on parle d'armement dans l'espace, là. Je ne suis pas tout à fait familier avec leur plan d'armement. Moi, je travaille strictement pour les besoins de la paix. Donc, le mandat de l'agence, c'est un mandat de paix pour l'espace. Donc, tout ce qui est défense, c'est à quelqu'un d'autre de s'en occuper. C'est pour ça que je suis un peu mal pris pour répondre à votre question. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que les Chinois ont fait un essai militaire il y a quelques années en utilisant un missile pour détruire un de leurs satellites. Ils se sont rendus compte que le débris que ça a créé a mis en danger le reste de leur flotte de satellites, incluant les nôtres. Fait que, tu sais, dans l'espace, c'est un environnement que si tu fais quelque chose de mauvais, comme détruire un engin spatial,
tu es à plus grand risque de te faire mal autant que tu vas faire mal aux gens alentour de toi. Donc, il y a comme cette entente qu'il faut tous qu'on collabore de façon à ne pas créer un environnement dans lequel aucun de nous, même moi l'agresseur, si j'étais l'agresseur, je pourrais vivre. Tu sais, c'est pas comme sur Terre. Dans l'espace, il n'y a pas de frontières. Tu ne peux pas tout lancer tes tanks sur une frontière puis personne ne passe la ligne. Là. Non, les débris, ça va partout. Fait que, on a réalisé ça très, très vite parce qu'on a eu des collisions accidentelles de satellites aussi qui ont créé des débris assez monstrueux. Là. Ça prend des années à retrouver les débris, savoir où ils sont, naviguer à côté, lever les satellites, passer par-dessus un débris, le baisser. Puis tu sais, dans un environnement où un satellite a juste X nombre de kilogrammes de carburant, tu ne veux pas passer ton temps à éviter des satellites parce que tu n'auras plus de carburant en temps record. Donc, cet environnement porte à une collaboration qui fait en sorte qu'on ne se comporte pas dans l'espace comme on se comporte sur Terre. Fait, tu sais, quand tu parles d'armement, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas ce que les Américains... L'avalanche de l'armée américaine. Oui, c'est ça. Ils vont avoir une armée pour l'espace, mais est-ce que cette armée-là va être équipée d'armement ou ils vont strictement regarder comment les gens se comportent puis où sont les différents satellites? Fait que, tu sais... Dernière question, peut-être, Sylvain? Oui, c'est pour revenir avec les déchets à l'extérieur, les satellites. Est-ce que le Canada a pensé de collaborer avec d'autres pays pour faire genre, c'est mal vu, mais genre un vidange, un camion de vidange ramassé? Je sais que la Suisse qui avait pensé à quelque chose, ou la Chine, de faire un genre de ballon ou quelque chose qui pourrait ramasser une gang de déchets. Mm-hmm. Je ne sais pas si le Canada pourrait être un innovateur ou quelque chose pour essayer de passer à faire le ménage ou... Oui. Puis en fait, il y a beaucoup de pays qui innovent dans ce sens-là. Puis quand je vous ai dit que tantôt que le Canada était un leader international au point de vue de la gestion de l'espace, le Canada, on avait la présidence d'un comité qui a développé des lignes de directives par rapport au développement durable de l'espace. Puis dans le développement durable de l'espace, on exige que les pays, quand ils construisent un satellite puis ils le lancent dans l'espace, que ce satellite-là ait, à fin de vie, l'habilité de déorbiter. Parce qu'avant aujourd'hui, on les laisse orbiter jusqu'à temps qu'éventuellement ils rentrent, c'est ça, dans l'atmosphère puis se désintègrent. Et dans l'ancien temps, on utilisait des matériaux qui ne se désintégraient pas. Aujourd'hui, on utilise des matériaux qui se désintègrent. Et si on est capable maintenant de forcer tout le monde à planifier le déorbitage, on commence déjà à réduire la densité de débris qu'il y a dans l'espace. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le Canada est un des leaders vis-à-vis, surtout avec Neosat, que je vous ai montré, à inventorier, de construire le catalogue de où sont les débris. Puis on est capable, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, d'identifier, de cataloguer les orbites de débris qui sont environ de la grosseur d'un pamplemousse. Puis là, on est en train de développer des technologies qu'on va être capable d'aller au centimètre près. OK? Fait qu'on va être capable maintenant, même, tu sais, pas bien plus gros que la poussière, là, d'être capable d'identifier où sont ces affaires-là. Puis il y a une collaboration internationale incroyable. Puis l'échange de données entre pays est incroyable parce que, écoute, s'il y a une boat d'un ancien satellite qui passe au travers de la station spatiale, mettons, puis que, tu sais, tout est catastrophique, là, on va avoir des débris qui vont tuer des centaines de satellites en conséquence de ça. Fait que tout le monde a avantage à mettre le catalogue des débris publics et tout le monde contribue à mettre des données dans ce catalogue-là, justement parce que personne ne veut que quelque chose rentre en collision avec les débris. Fait que le Canada, on est là. Par rapport à la robotique, tu parlais, bien, le bras canadien est très, très, très populaire. Il y a bien des compagnies commerciales qui parlent avec la compagnie qui a construit le bras, qui s'appelle MDA. MDA est très populaire. Tu sais que tantôt, quand je vous parlais que le Canada est en grande demande,
il y a beaucoup de compagnies commerciales qui veulent justement faire du déorbitage de satellites qui sont morts ou une réparation de satellites. Le satellite est encore bon, mais il n'y a peut-être plus de carburant ou la batterie est peut-être morte ou il y a quelque chose à changer. Plutôt que de le déorbiter, on pourrait le réparer, puis on vient de s'acheter un autre 10 ans de vie. Donc, le bras canadien, la robotique canadienne est très, très, très populaire. En fait, là, il y a plusieurs efforts commerciaux pour être capable d'aller faire ce genre de job-là. Que ce soit un job de remorquage pour te déorbiter ou un job de réparage. Donc, dans les années qui viennent, on va voir beaucoup, beaucoup plus d'activités en ce sens-là. Merci. Merci Sylvain pour ta présentation, pour ta générosité. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Donc, pour terminer la soirée, j'aimerais juste inviter Carmen Nadeau, qui est la présidente de la RAOC, pour le mot de la fin. Alors, éloignez-vous pas trop. OK. Ça a été des découvertes extraordinaires, n'est-ce pas? Oui. On a appris beaucoup sur l'Agence spatiale, en particulier des découvertes incroyables que j'ai faites. C'est bien plus que le bras canadien, bien plus que les astronautes. C'est dans toutes sortes de domaines. C'est incroyable. Alors, je ne soupçonnais pas ça. Alors, première découverte, quelque chose qui m'a frappé beaucoup. L'autre affaire, c'est à chaque fois que quelqu'un va me poser maintenant que ça donne l'argent qu'on dépense pour l'espace, bien, je vais dire qu'au Canada, ça donne beaucoup parce que, comme vous l'avez si bien expliqué, on a toujours, ce qu'on fait pour l'espace va avoir des retombées sur la Terre. Alors ça, je retiens ça de votre présentation, mais je trouve ça extraordinaire. Alors, merci encore. Excellente présentation. Et en guise de remerciement, on vous remet le calendrier de la PAC que vous regardiez tantôt, un petit mot de notre part. Bien, merci. Et la traditionnelle bouteille de vin. Et un petit peu de sirop d'érable. Oh, excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci pour cette excellente Je voudrais juste remercier le soutien de la Fédération pour la Bonsoir tout le monde. Alors, soyez prudents.